Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Julien Perron au micro de Nouvelle Conscience. Julien Perron est un multipotentiel, amoureux d'apprendre et de transmettre. Réalisateur des films C'est quoi le bonheur pour vous et de l'école de la vie, une génération pour tout changer, fondateur du festival pour l'école de la vie, du congrès et du magazine Innovation en éducation, il crée son entreprise à l'âge de 23 ans avec pour seul objectif d'ouvrir les consciences. Vous l'aurez compris, Julien Perron est en avance sur son temps, précurseur d'idées avant-gardistes et visionnaires, comme celle par exemple d'imaginer une école de la vie, intergénérationnelle, créative, basée sur les meilleures pratiques pédagogiques du monde. Je suis ravie d'accueillir Julien Perron sur le podcast. Pendant une quarantaine de minutes, nous vous invitons à repenser le futur de l'éducation et à créer un mode de vie en lien avec votre propre nature, afin d'allumer chaque jour les étincelles qui nous rassemblent et nous poussent vers la création d'une nouvelle conscience. Pour en savoir plus sur Julien, je vous invite également à regarder sa conférence TEDx « L'éducation à la vie » en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Comment allez-vous en ce mercredi matin ? Très bien, merci. Et vous ? Je vais super bien aussi, je suis ravie de vous rencontrer. Donc aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur votre casquette de spécialiste ou grand intéressé de l'éducation. Voilà, puisque vous avez plein d'activités à votre actif, plein d'expériences diverses et variées dans des sujets différents, mais liés finalement avec le bonheur, je crois, qui est l'une des lignes directrices de vos engagements. La première question que je souhaiterais vous poser, c'est suite à une de vos citations que j'ai pu entendre dans un de vos interviews. Vous dites que être heureux, c'est ce qui demande le moins d'efforts et c'est également ce qu'on fait naturellement mieux que les autres. Donc moi, la question que je me pose, c'est vous, qu'est-ce que vous sentez que vous faites naturellement mieux que les autres et qui vous rend particulièrement heureux ? Alors, je ne sais pas si je le fais mieux que les autres, parce que ça serait un peu prétentieux, mais je pense que si on est 8 milliards d'individus sur notre planète, il se peut qu'on soit 8 milliards de personnes très différentes. Et donc, j'entends par différence plein de choses, dont notamment ce que j'appelle des excellences ou des compétences innées. Vous savez, j'ai l'impression qu'on a des compétences innées. Et l'idéal, ce serait justement que notre système éducatif, que la société nous accompagne vers ce qui nous caractérise profondément, vers ces compétences innées, ces talents quelque part. Et si mes talents sont la facilité à fédérer les gens autour de moi, à être plutôt bon en communication, en marketing, ça fait pas moi de quelqu'un qui est meilleur que les autres, mais par contre, ça fait moi quelqu'un qui est complémentaire avec une autre personne, et probablement avec les 7 milliards d'autres personnes, quoi. Donc c'est ça pour moi, qu'il faut plutôt regarder, c'est le fait qu'on soit complémentaire parce qu'on est différent, et donc du coup miser sur la différence plutôt que dans nos sociétés un peu partout dans le monde, on pointe du doigt la différence, alors qu'en réalité ça devrait être plutôt justement mis en avant, quoi. C'est cette différence qui nous permet d'être complémentaires et de voir cette richesse en fait qui nous entoure. Il suffit d'observer la nature. Donc je le verrais plutôt sous cet angle-là, quoi. D'accord, sous l'angle de la complémentarité pour chacun apporter notre couleur à la vie. Exactement, tout à fait, ouais. D'accord. Est-ce que pour vous, c'était justement une première façon d'apporter votre couleur en créant Néo Bien-être il y a
plusieurs années, de réunir justement les gens autour de cette thématique du bien-être individuel? Bah, je crois que oui, en partie. En tout cas, le désir à l'époque, c'était de mettre en lumière tout ce qu'on appelait, parce que maintenant il y a des terminaisons un peu évoluées, on appelait ça du développement personnel, mais qui était quand même étiqueté assez souvent de mouvements sectaires ou d'ésotérisme. Maintenant, on parle plus volontiers de savoir-être ou de connaissance de soi. Et donc, il faut replonger à l'époque, hein, c'était en 2003 quand j'ai créé mon entreprise, et mon désir, c'était vraiment quelque part, de démocratiser en fait ce secteur-là, en disant qu'il y avait des très bons professionnels comme dans n'importe quel métier, que c'était complémentaire avec ce qui est déjà actuel, donc on va dire notre médecine traditionnelle par exemple, et surtout d'enlever toutes ces fausses étiquettes qu'on mettait un peu sur tout, quoi. 2003, pour remettre le contexte, moi quand je parlais de yoga ou de méditation, on me prenait pour un baba cool ou pour quelqu'un un peu bizarre, quoi. Et c'est vrai que bah, tu vois, 15-18 ans après, maintenant, on a des applications pour faire de la méditation. On a je sais pas combien de cours de yoga dans toutes les villes de France. Ça s'intègre même à l'école et dans le monde de l'entreprise. Donc, ce qui est cool de voir, c'est que ça avance quand même dans le bon sens. Parce que voilà, en 15-18 ans, bah, finalement, tout ça, ça s'est un peu démocratisé, mais il y a encore beaucoup de chemin hein, quand même. Donc moi, c'était plutôt ça, en fait, mon envie, c'était de participer à ce changement parce que je vois que des complémentarités et je vois que des bénéfices à s'y intéresser un minimum. Parce que, une fois de plus, complémentaire. Donc on revient toujours, tu vois, à la complémentarité, ça me paraît vraiment ouais, un des points qui est très important. Donc ça, c'est ce qui m'animait, ce qui continue de m'animer. Donc de semer des graines, d'inspirer les gens, d'accélérer les prises de conscience, de participer à quelque chose de positif sur notre planète. Oui. C'est comme si finalement tu avais eu une longueur d'avance en fait. Voilà, donc en 2003, on pouvait traiter ça de mainstream, mais finalement aujourd'hui c'est notre actualité. On ressent vraiment le besoin, la nécessité d'en passer par là. Et je me demande si la vision que tu as de l'éducation, finalement, ce serait pas également une vision pas futuriste, parce que dans le présent déjà des initiatives sont menées. Mais est-ce que tu penses que on peut croire en une éducation positive, différente, on va en parler dans plusieurs années, dans 15 ans, comme ce fut le cas pour Néo Bien-être, qui maintenant fait partie du paysage commun en fait en Oui, France. oui, ah bah, c'est évident que c'est envisageable et j'ai le même discours en fait. Moi, j'invite les gens justement dans 15 ans, il faudrait qu'on refasse une interview pour Ouais. voir justement l'évolution qui va avoir lieu. Parce que je crois que de mon prisme, j'ai le sentiment d'être dans une place privilégiée de pouvoir observer, d'avoir le recul, donc d'observer ces changements, parce que de façon un peu holistique, je suis en contact avec tout le monde. Donc que ce soit le monde institutionnel, les fédérations, les fondations, les personnes qui sont à l'extérieur du système mais qui proposent aussi des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Et je les rencontre, que ce soit au Festival pour l'école de la vie qu'on organise, au Congrès Innovation en éducation. Maintenant, à travers le magazine Innovation en éducation, on est en contact avec des milliers de personnes qui se mobilisent en fait pour faire avancer les choses. Parce que on a quand même un constat qui est commun, c'est qu'on est face à un système qui existe à peu près depuis un siècle, donc l'école, Mhm. qui peine à avancer aussi rapidement que notre société avance. C'est-à-dire que tout va très vite autour de nous, et Mhm. là on est face à une espèce de grand mammouth, de dinosaure qui avance très très lentement. Mais Oui. il avance. C'est ça quand même la bonne nouvelle, c'est qu'il avance. Et Mhm. donc comme moi j'observe qu'il avance, bah, évidemment ça me rassure de discuter avec ces gens et de voir qu'il y a quand même que chacun dans leur position ont à peu près des idées et des envies communes et qui passent aussi à l'action chacun à leur niveau comme ils le peuvent. Donc, ouais, moi j'invite les gens à se dire, voilà, dans 15 ans, vous allez voir les évolutions qui auront lieu dans notre système éducatif. Et là, je vise la société, hein. C'est pas que l'éducation nationale, que les parents, que le mainstream, etc. C'est vraiment quelque chose de sociétal. Il y aura une très très belle évolution, ça c'est, j'en suis vraiment persuadé, parce que ça fait, moi je l'observe, ça fait que croître, c'est vraiment exponentiel, j'allais Mhm. dire de jour en jour. Ce qu'on fait nous maintenant depuis 8 ans participe aussi activement à semer des graines et à inspirer les gens à aller aussi dans cette direction. Et Mhm. moi, c'est tout ce qui m'anime depuis une vingtaine d'années. Je me considère comme un jardinier qui sème des graines. Et je crois que vraiment, chacun à notre niveau, bah, on sème des graines potentiellement. Si on est Mhm. dans ce désir, évidemment, d'inspirer les gens autour de nous, de participer à un égrégore collectif positif de notre société, chacun, on peut le faire. Vraiment, j'arrive à voir en fait que ça marche. C'est ça qui est magique, c'est que semer une graine,
peu importe au moment où elle a été semée. Imaginons tu es face à quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette optique, qui est très obtus, qui est très fermé, bah, quelque part tu t'en fiches parce que cette graine elle a été semée. C'est Et clair. donc il se peut que cette personne qui soit très obtus sur le moment revienne sur sa façon de penser, je sais pas, dans 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelques mois, parce que cette graine-là, elle aura été semée. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est vraiment important et que les gens doivent conscientiser, c'est que chacun à notre niveau, si on a envie d'une société qui avance vers plus d'empathie, plus d'amour, de bienveillance, de collectif, de protection de l'environnement, de sensibilisation et tout, etc., bah, on a chacun notre rôle à jouer là-dedans. Et le rôle qu'on a à jouer, c'est déjà d'incarner la meilleure version de nous-mêmes pour essayer d'inspirer les autres à faire la même chose. Et donc, du coup, bah, en fait, t'en viens à semer des graines. Oui. Oui, naturellement, en fait. C'est tellement incarné que du coup, dans ta façon d'être et d'être dans l'action, finalement, ça va représenter qui tu es dans un alignement total. Exactement. Exactement. Et tu sais, les déclics se produisent à n'importe quel moment de notre vie. Parfois, par exemple, il y a des gens qui vont écouter ce podcast et il se peut, et je nous le souhaite, qu'il y ait une personne au minimum pour qui il va avoir un déclic parce qu'il va avoir un mot, une phrase, une intention, quelque chose qui va se dire ah mais ouais c'est vrai. Et puis dans cette journée ou peut-être le lendemain ou quelques jours après, elle va mettre en place quelque chose dans sa vie et ça sera le premier pas qui va l'amener elle aussi plus tard peut-être à continuer à semer des graines pour inspirer les gens autour d'elle avec ce qui elle est, son énergie, son réseau, ses compétences et tout, Bien etc. sûr. Et c'est ça que je trouve magique, c'est que parfois il suffit d'un mot, il suffit d'une rencontre, il suffit d'une image, il suffit d'un voyage, il suffit de rien en fait pour générer ce déclic. Et donc si on comprend ça, ben, on comprend que chacun à notre niveau, on peut faire la même chose. Oui. Et chacun a sa façon. Le plus important, c'est voilà le sens qu'on met dans ce que l'on fait, mais chacun, chacune aura sa manière d'aller vers ce sens. Exactement, c'est ce que tu fais toi à travers ce podcast. Oui, 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 entre autres. Ouais, c'est vrai. Et toi, quand est-ce que tu as eu ce déclic exactement? Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé très jeune, là j'ai 43 ans, et je crois que le premier gros déclic, ça a été à l'âge de 10 ans. Oui. On faisait partie d'un programme scolaire, et on est parti, donc toute la classe, chaque élève était dans une famille d'accueil à Milwaukee, dans le Wisconsin. Ça a Mhm. duré 1 mois. Et en tout cas, pour ce qui me concerne, mais je sais que j'ai revu après des camarades de classe de l'époque, c'est grâce à Facebook, quand Facebook est Oui, arrivé. Voilà, on a eu envie de se revoir. Et ouais, on a reparlé de ce voyage parce que ça a été un déclencheur pour beaucoup d'entre nous. oui, Et pour ce qui me concerne, ça a été un gros déclic parce que j'ai vu que j'étais très à l'aise dans le mouvement, en fait, dans le déplacement, dans le voyage. Alors oui. que, enfin, 10 ans, c'est quand même extrêmement jeune. Et je voulais pas rentrer en France. J'étais tellement bien là-bas, dans la découverte. J'avais le sentiment d'apprendre mais 100 fois plus dans ce que je vivais que quand j'étais sur les bancs de l'école. Et donc, ça a été le premier gros déclic qui m'a amené, je pense, après, déjà à envie de voyager. Donc, voilà, ça fait partie de mon équilibre personnel et habituellement, hors contexte de ce qu'on vit depuis 2 ans, je me déplace 6 mois de l'année un peu partout dans le monde parce que D'accord. j'aime être dans le mouvement de la vie, j'aime être en contact avec le vivant et j'aime pouvoir travailler là où j'ai envie de travailler, que ce soit, je sais pas, dans un bar, sur une plage, dans un parc. Voilà, j'aime être voilà, dans cette vie-là. Et après, bah, ça a été déclic sur déclic. En 94, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La prophétie des Andes. Mhm. J'étais à Virgin, sur les Champs-Élysées, et là, ça a été aussi un grand déclic parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seul à penser comme ça. Oui, Voilà, il y avait un livre là qui parlait de choses que je disais et que je pensais. J'ai trouvé ça, mais ça a été une bible en fait pour moi. Du coup, ça m'a amené à vouloir lire d'autres livres sur la connaissance de soi à l'époque, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'il devait y avoir une dizaine de bouquins que j'ai tous mhm. lus. Et puis ça m'a amené après à m'intéresser à d'autres choses. J'ai découvert le kung fu. J'en ai fait pendant 14 ans. Ça m'a amené à m'intéresser à mon corps, aux énergies. Ça a été une vraie école en soi. Pour moi, c'est une école de la vie, les arts martiaux. Donc ça m'a construit, ça m'aide encore à l'heure d'aujourd'hui. Et puis après, c'est le fruit de rencontres, de lectures. Donc c'est quelque chose qui est multifactoriel, mais tout a commencé avec ce voyage à Milwaukee à l'âge de 10 ans. Ouais. D'accord. Donc en changeant de point de vue, en étant dans le mouvement et en sortant en fait du système tel qu'il était imposé, le système scolaire en tout cas. Bah, ce qui se passe, c'est que déjà, à travers le voyage, et j'invite vraiment les gens à vivre cette expérience, quand tu pars seul, parce que l'idée pour moi c'est de partir seul, c'est très Oui, bien aussi de partir avec ton chéri ou ta chérie ou avec des amis. Hein. Ce sont des voyages qui sont très différents, mais qui sont très bien les deux. La différence quand tu pars seul, c'est que tu es obligé d'être connecté avec toi.
Oui. Et ça me semble être un des meilleurs outils en développement personnel ou en connaissance de soi, parce que tu es confronté en fait à tes pensées, tu es confronté à qui tu es réellement, aux gens que tu vas croiser sur ton chemin. Si tu aimes bien te déplacer en pleine nature, tu es vraiment très immergé dans le vivant, donc en contact vraiment avec le vivant. Et pour moi, c'est une très belle école en fait de voyager seul, parce que tu te connectes avec tout ça, quoi. Donc ça serait peut-être d'ailleurs, à mon sens, le levier par excellence, quoi. Ce serait vraiment le voyage, quoi. Après, il y a d'autres choses qu'on peut venir greffer autour de ça, mais ouais, si j'avais un conseil à donner pour des gens qui se posaient des questions, ils disaient mais comment faire pour prendre du recul sur la société, comment faire pour se déconditionner, comment faire pour j'ai envie de changer mon alimentation, j'ai envie de faire du sport, etc. Comment faire? Bah, déjà commencer par un premier pas, et peut-être que ce premier pas, ça peut être juste de sortir un petit peu de votre zone de confort, là où vous vous trouvez. C'est pas nécessaire de partir en Inde, hein. Vous pouvez partir, je sais pas, imaginez, vous êtes en Île-de-France, moi j'ai vécu 34 ans à Paris. Qu'est-ce que je faisais? J'allais au bois de Boulogne, donc j'allais pas super loin, hein. Mais c'était quand même un moyen en fait qui me permettait de m'extraire du ressenti que j'avais, des énergies qui étaient très plombantes. Parce que là, je me retrouvais en pleine nature, avec des arbres, etc. Et j'avais vraiment le sentiment que ça m'apaisait, que ça me faisait du bien. Ça me permettait de sortir un peu la tête de l'eau. Et c'était ça, en fait, pour moi, déjà, dans un premier temps, c'était de m'extraire de ça. Et plus je le faisais, et plus j'observais, en fait, plein de choses. Et ça m'a permis de constater, d'observer la société, comment elle fonctionnait. Et puis, d'une pensée à une autre, à un moment donné, tu te dis, tiens, il y a peut-être des livres, en fait, qui parlent de tout ça. Et puis voilà, après, le cheminement commence, et de fil en aiguille, tu t'intéresses à plein de choses. Mais il faut un premier pas. À mon sens, l'idéal, ça serait d'amener les enfants le plus tôt possible en fait dans cette direction. Donc que la société nous amène le plus tôt possible dans cette direction, sur les bancs de l'école, à travers nos parents, à travers tous ces gens, en fait tous ces adultes qui nous accompagnent quand on est gamin, vers plus de connaissance de soi, de savoir-être, de comprendre les émotions, de savoir qui on est en fait réellement, quoi. Et là, je pense qu'on changerait complètement la face de l'humanité, quoi. Je pense qu'il y a au moins facilement 60% de la population qui ne se connaît pas. Très peu de gens en fait se connaissent réellement, quoi. Et donc ouais, si on peut commencer le cheminement le plus tôt possible, on fait un beau cadeau à la planète, hein. Bien sûr, aux humains et aux non-humains aussi, aux vivants en général. Et est-ce que toi, dans tes explorations, tu as pu repérer des pédagogies qui permettraient justement de se relier à soi, à ses émotions et au vivant, voilà, en étant dans un cadre scolaire ou un cadre d'apprentissage? Est-ce que tu en as repéré, Oui, découvert? alors je ne sais pas s'il y a vraiment une pédagogie. En fait, il y a des courants là qui ressortent. On parle de forest school ou de faire des cours dehors ou faire des cours en pleine nature. C'est des courants. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que l'idéal, ça serait plutôt si on parle de pédagogie, c'est d'allier toutes les pédagogies. Là, je pense à Montessori, à Steiner, à Freinet, à Reggio, à De Crowley, à Summerhill. Enfin, il y en a plein qui existent depuis très très longtemps. Et ça serait vraiment intéressant. En tout cas, moi, c'est mon projet de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie. Ça va dans ce sens-là. C'est vraiment d'essayer d'aller prendre ce qu'on estime de mieux dans chaque pédagogie, dans chaque outil, et de les réunir sous un seul et même établissement. Le tout dans un contexte intergénérationnel. Je crois que c'est vraiment très important d'être en contact avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous, si nous, on est extrêmement jeunes. Voilà, le contexte intergénérationnel est vraiment important. En pleine nature, pareil, dans un idéal, ça me paraît vraiment très important d'être tout le temps en contact avec le vivant, de faire comprendre aux enfants comment les aliments épousent, de mettre les mains dans la terre, d'aller chercher les œufs quand les poules ont pondu tous les matins. Enfin, vraiment d'être dans la vie, quoi, en gros, hein. C'est ce qu'on a perdu, je crois, vraiment dans notre société, hein, c'est de ne plus être en contact avec le vivant. Donc, ça ne serait pas une pédagogie, mais ce serait plutôt le regroupement de plein de pédagogies qui existent déjà, hein. Il y a déjà des acteurs qui ont créé des écoles qui vont dans ce sens-là, en France et puis un peu partout dans le monde. Par contre, ce qu'il faut observer, c'est que c'est vraiment valable dans tous les projets qu'on pourrait amener à créer, parce que créer une école, créer, je sais pas, une communauté, un lieu d'accueil, un éco-village, peu importe ce que c'est créer une entreprise. Et donc, quand tu crées une entreprise, finalement, tu es le porteur du projet, et donc tu viens avec qui tu es, ton énergie, ton histoire. Et donc, moi, ça me semble vraiment fondamental pour n'importe qui aimerait se lancer dans ce type de projet, qui a une vocation sociale, une vocation humaine, déjà d'avoir fait vraiment tout un travail introspectif avant de se lancer et de continuer tous les jours, d'être tous les jours en fait dans le cheminement
de se comprendre, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa tête, etc. Ça me paraît vraiment vital parce que sinon, j'ai l'impression qu'on est complètement décalé avec la réalité de ce qu'on a envie de proposer. Et de ce que j'observe, il y en a quand même très peu qui le font. Donc, Oui. fort heureusement, il y en a qui sont encore dans cette dimension. Mais après, on est tellement pris par les projets qu'on s'oublie en fait totalement dans ce projet-là. Mhm. Et du coup, après, ça se ressent au niveau des gens avec qui on va s'entourer, qui vont faire partie du projet. Ça va se ressentir au niveau de plein de choses. Donc ouais, s'il y a des gens qui ont envie de se lancer à un moment donné dans des pédagogies différentes, de créer des écoles, de créer des lieux comme ça, gardez à l'esprit déjà de commencer par vous occuper de vous, et puis de continuer à vous occuper de vous pendant ce projet, quoi. Et là, dans ce cas-là, je pense qu'on aura affaire à des projets qui vont être très rayonnants, parce que la personne qui porte le projet sera rayonnante, et donc du coup, bah, ça sera extrêmement bénéfique pour tout le monde. Oui. D'où peut-être l'appellation de l'école de la vie et cette envie de lier les générations, c'est-à-dire qu'on apprend tout le temps, en fait, toute sa vie à entretenir ce lien en dehors, même en sortant de ces pédagogies, après avoir suivi le cursus. Voilà, c'est finalement un apprentissage au jour le jour, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on est aussi. Mais oui, oui, moi j'ai même tendance à dire de plus en plus que la vie, c'est une formation continue. On est Mhm. vraiment en formation en permanence. Et prendre soin de soi, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne. Mais Oui. comme on ne nous l'a pas appris, qu'on ne nous a pas éduqué dans ce sens-là, bah évidemment, ça ne sonne pas comme quelque chose de logique dans la tête de tout le monde, et encore moins de le mettre en pratique. D'où la nécessité, une fois de plus, de nous accompagner le plus tôt possible lors de notre éducation dans ce sens-là, quoi. Parce que c'est une des clés, j'ai envie de dire, de la réussite du bien-être de notre planète et de notre humanité. Si les gens conscientisaient ça et qu'ils mettaient en place tout ce qui est bon pour eux avant leurs enfants, avant leur entreprise, avant leurs femmes, avant leur mari, c'est-à-dire de se faire passer en priorité tous les jours, eh ben ouais, je pense qu'on aurait une humanité complètement différente. Sauf que, voilà, la réalité d'aujourd'hui, mais ça commence à se décloisonner, à se déconditionner progressivement, c'est Oui. qu'on nous a toujours fait croire que c'était égoïste, en fait, de se faire passer soi avant de s'occuper des autres. Mais la réalité du terrain, les amis, c'est que c'est l'inverse. C'est que si vous voulez bien vous occuper des autres, bah, il faut vous occuper de vous en priorité, hein. Il y a un très très bon exemple. Tu sais, quand tu prends l'avion, le steward ou la steward, elle te dit si à un moment donné il y a une dépressurisation, il faut que tu mettes d'abord le masque sur toi avant de mettre le masque sur la personne qui est à côté. Bah, si on comprend cet exemple, on comprend que c'est hyper important évidemment de d'abord s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres ou de créer des projets humanitaires ou qui vont dans ce sens-là, Mhm. et surtout de continuer. C'est un cheminement d'une vie de se comprendre et de prendre soin de soi. Bien sûr. Et toi, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils pour ceux et celles qui nous écoutent pour justement, malgré la trépidance de la vie, continuer à chercher son centre, à prendre soin de soi? Est-ce que tu as vu des constantes avec ceux et celles qui t'accompagnent et qui sont dans le même chemin que toi? Ah oui, oui, en fait, il y a vraiment des basiques, mais Oui. tellement basiques qu'on les oublie. Tu sais, par exemple, quand on prend une douche, quand je sais pas, on se brosse les dents, quand on fait la vaisselle, c'est devenu des automatismes, tu sais, dans notre vie de tous les jours. On réfléchit plus, en fait, quand on fait ça. Oui. Eh ben, je vais te citer des points qui devraient faire partie, en fait, de ces automatismes. Et premier exemple, l'alimentation. En fait, on mange uniquement des produits qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on achète des jolis packaging avec des jolies couleurs. En fait, on achète du marketing et de la communication. Donc, Oui. on ne consomme pas des aliments qui sont bons pour notre santé. Et Mhm. si on s'en réfère à ce que disait probablement Hippocrate à l'époque, en disant que notre alimentation est notre premier médicament, bah, ça prend tout son sens. Donc, moi, je peux en témoigner parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans cette démarche. Eh ben, oui, c'est vraiment très important pour un être humain de manger des aliments qui sont bons pour sa santé, mais pas juste de manger parce qu'on a faim. Et comme on Oui. nous a pas appris, en fait, on nous a pas appris à manger dans ce sens-là, ben évidemment, il faut se déconditionner de tout le système alimentaire qu'on nous a appris, quoi. Comme Mhm. il est tourné autour de jolis produits, de packaging et de communication et de marketing, ben évidemment, ça change la donne. Donc déjà, si tout le monde faisait en sorte de manger les produits qui sont bons pour sa santé, il y a déjà de fortes chances que personne ne tombe malade. Le deuxième point, c'est le sport. C'est-à-dire que si tu combines le sport et l'alimentation, bah déjà c'est un combo qui est gagnant, quoi. Pareil, en fait, le sport, bah, ça élimine des toxines, ça a énormément de bienfaits. Il y a le sommeil aussi, le sommeil très très important. On ne nous a pas éduqués
à être respectueux de notre cycle de sommeil. Moi, ça fait plus de 25 ans maintenant que je mets plus de réveil Oui. parce que j'étudie en fait mon sommeil et je sais que là, en ce moment, je suis dans des phases où j'ai besoin de 6 à 7 heures de sommeil. Et donc, si j'ai envie de me réveiller, je sais pas moi, à 6 heures du mat, eh ben, je vais me coucher en fonction. Donc, parce que je sais que naturellement, mon corps, il va se réveiller au bout de 6 à 7 heures. Et donc, si chacun faisait ça, parce que ça, c'est assez simple, on le sait de manière intuitive de combien d'heures de sommeil on a besoin, bah, tu te couches en fonction et naturellement, ton corps se réveille. C'est hyper important parce que n'importe quel réveil qui te sort de ton sommeil stresse ton corps après pour toute la journée. Donc, sport, alimentation, sommeil, pour les cartésiens, ceux qui sont sceptiques, il y a plein d'études maintenant que vous pourrez trouver sur Internet. Il y a plein de livres qui sont sortis autour de tout ça. Donc, c'est pas juste des belles paroles. Ce que je dis, c'est une réalité. Sport, sommeil, alimentation, c'est vraiment le combo gagnant, quoi, pour être bien dans son corps et bien dans sa tête. Si en plus, tu rajoutes la cerise sur ton gâteau, que tu fais des exercices de relaxation quotidiennement, juste 5 minutes par jour, si tu te rapproches de la nature aussi quotidiennement, le plus souvent possible, même si tu habites en ville, il y a des parcs. Donc moi, j'ai habité 34 ans à Paris. Comme je te le disais, j'allais au Bois de Boulogne et je faisais 1 heure et demie de vélo pour aller jusqu'au Bois de Boulogne. Donc il n'y a pas de fausses excuses. Il y a tout le temps des parcs ou des trucs, même en pleine ville. Et si tu te coupes des informations négatives, si sport, alimentation, sommeil, exercice de relaxation, se couper des informations négatives, et se rapprocher de la nature le plus souvent possible, si tout ça, ça s'intègre dans ta vie comme une routine, ben en fait, tu vibres sur un taux vibratoire qui est extrêmement positif, tu rayonnes, en fait, quelque part, parce que tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête. Donc forcément, après, tout le reste devient très fluide dans ta vie. Tu es plus créatif, tu es plus intuitif. Les événements qui sont un peu négatifs dans ta vie, tu vas avoir beaucoup plus de recul et tu vas les observer de manière très différente et donc avoir des décisions beaucoup plus éclairées. Enfin, tout est différent en fait après dans ta vie, quoi. Et moi, je suis convaincu qu'il y a au moins 60-70% de la population qui n'est pas dans cette démarche parce qu'on ne nous a pas appris à aller dans cette direction. On ne nous a pas éduqués à faire ça. Mais c'est une des clés pour être quelqu'un d'éclairé et d'être bien, en fait, juste bien. Et voilà, et tout part de l'éducation. Donc il faut vraiment essayer d'accompagner les enfants aussi dans cette direction le plus tôt possible, en tout cas de semer les graines le plus tôt possible. Oui, intégrer ces habitudes de vie-là dans le cursus éducatif, finalement, c'est ce que tu prônes. Tout à fait. Je te dis, ça devrait être logique qu'on mange des aliments qui sont bons pour notre santé et qu'on découvre chacun et chacune qu'est-ce qui est bon pour soi, parce que c'est pas parce que pour moi ça va être bon de cuisiner la vapeur et de manger, je sais pas, des carottes par exemple, que pour toi ça va être bon. Peut-être que toi, ton système, il va peut-être pas forcément bien digérer les carottes, mais par contre que le céleri, bah, ça va être très très bon pour toi. Et donc, c'est à chacun, et c'est vraiment un exercice qui est très long. On dit qu'il faut 5 ans pour une personne motivée pour changer son système d'alimentation. D'accord. Donc, faut vraiment se motiver. Mais ça, je pense que ça peut résonner comme quelque chose de tellement évident pour les gens qui nous écoutent, mais je pose la question, combien le font réellement, quoi. Pas beaucoup, parce que déjà, la majorité des gens ne cuisinent pas. Ils achètent des trucs qui sont tout prêts et ils les réchauffent au micro-ondes. Donc là, bah, évidemment, c'est rempli de sucre, c'est rempli de sel. En plus, au micro-ondes, donc tu as toutes les ondes du micro-ondes, donc c'est forcément pas bon aussi pour ta santé. Donc, mais voilà, je veux pas que les gens se flagellent ou se disent, ah mon Dieu, je fais les choses mal. C'est pas du tout l'objectif, mais c'est juste de conscientiser qu'on nous a pas appris tout ça. Donc c'est logique finalement qu'on n'aille pas dans cette direction parce qu'on nous l'a pas appris. C'est vraiment la société globale qui n'avance pas dans cette direction. Mais par contre, c'est bien de se rendre compte qu'on peut faire autrement et qu'on peut aller dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Et s'il y a une personne, une fois plus, là, qui a un déclic aujourd'hui, c'est magique. Si elle arrive à conscientiser qu'effectivement, allez, je vais essayer de changer mon alimentation, on va voir ce que ça donne. Merci, c'est super, quoi. Oui, et puis on peut piocher dans l'un de ces exemples. Vraiment, merci d'en avoir donné autant. Et après, chacun va à son rythme, en fonction de ce qui est bon pour lui ou elle, sans obligation. Et je pense, tu en parlais dans une de tes vidéos et tu viens de le redire maintenant, c'est-à-dire que lorsqu'une habitude est bien mise en place, après l'autre va venir et ça va, voilà, par voie de résonance, jusqu'à ce que ça devienne vital, presque pour soi, en fait. On peut plus s'en passer. Tout à fait. Et ce qui est très important, c'est de ne pas avoir d'attente. Parce qu'on peut très bien avoir
assez spontanément des attentes en se disant bon, ok, allez, moi je me lance, je vais faire du sport quotidiennement, je vais manger bien et tout, etc. Et puis avoir des attentes un peu particulières en se disant oh là là, ma vie elle va changer parce que Julien il l'a dit quoi, ou parce que ça fait plein de fois que je lis des trucs comme ça quoi. Non, en fait, il faut vraiment faire les choses. Faut pas avoir d'attente. Il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les 4 accords Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas, à lire, et un livre de chevet vraiment, parce que bon, voilà, dans les 4 accords, on parle notamment de ça, des attentes, des fameuses attentes que beaucoup d'entre nous peuvent avoir. Et faire les choses sans attente, je crois que c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Mais par contre, le fait de tendre dans cette direction, il y a une certitude, ça va être bon pour vous, quoi qu'il arrive. Ça ne peut pas être mauvais, de toute façon, quoi. Et il faut être patient, extrêmement patient, persévérant. Persévérance, patience et pas d'attente, c'est vraiment, je pense, les ingrédients magiques pour tendre dans cette direction. Oui. Et puis, ouais, s'entourer de gens qui nous tirent vers le haut, des gens qui sont un peu comme nous, parce qu'on a toujours tous eu, je pense, à un moment donné dans notre vie, quelqu'un qui nous appelle pour nous raconter ses malheurs et qui le fait assez régulièrement, ou quelqu'un qui a plutôt tendance à voir les choses négatives dans la vie, pas les choses positives. C'est hyper important aussi dans ce cycle-là de s'entourer de gens qui vibrent un peu comme nous, et qui ont envie aussi, et qui font des démarches pour tendre dans cette direction, quoi. Parce que c'est le meilleur moyen de soutenir, de se tirer un peu vers le haut, de se donner des conseils, de faire pourquoi pas des choses ensemble. Il y a des gens qui n'aiment pas faire les choses seuls, mais qui préfèrent faire des choses ensemble. Donc, ouais, l'entourage est vraiment aussi très, très important. Et justement, c'est ce que tu fais en réunissant les gens autour du festival pour l'école de la vie, également donc le congrès de l'innovation en éducation. C'est ça aussi l'objectif, de réunir les gens qui vivent la même chose pour réfléchir ensemble à comment concrétiser ça. Ah mais oui, complètement. C'est même vital, hein. D'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent à ce qu'il y ait davantage d'événements comme nous, on peut l'organiser, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. On est encore des ovnis à organiser ce type d'événement. Là, je vois, il y a plein de salons du bien-être maintenant. Allez, c'est depuis 7 ans, il y a peut-être des salons du bien-être dans tous les départements de France. Moi, je souhaite qu'il y ait des salons de l'éducation, des festivals de l'éducation, des congrès comme nous on le fait, parce que on a besoin de se retrouver en fait entre nous. C'est vraiment très très important. On a besoin de se sentir pas seul, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir, etc. Et donc oui, le fait de se retrouver avec des gens qui sont comme toi, qui pensent comme toi, qui sont aussi acteurs du changement, donc complémentaires avec qui tu es, c'est extrêmement rassurant, ça redonne foi en l'humanité, ça te booste en fait, c'est galvanisant, quoi. Ça te donne envie de continuer, parce que tu sens que finalement ce que tu fais est juste. Donc plus il y aura de lieux comme ça qui fédèrent, plus il y aura d'événements, et mieux on se portera, hein. Donc s'il y a des gens qui se sentent d'organiser des événements qui ont du sens pour eux, faites-le, c'est hyper important. Et quand auront lieu les prochaines éditions? Est-ce que c'est déjà programmé pour les 2 festivals ou pas? Et ben là, on fait une pause en 2022 parce que le contexte nous invite pas à vouloir organiser des événements. On a D'accord. réussi là, à faire le 4e congrès innovation en éducation le 2 et le 3 octobre là, 2021. Mais on n'a pas envie de se projeter sur 2022 parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et puis le contexte n'est pas engageant, tu vois. Voilà, je suis pas fan de tout ce qui se passe là en ce moment. Ça me donne pas envie, quoi. Moi, j'ai envie qu'on organise les événements comme on le faisait avant, dans un contexte joyeux où il n'y a pas toutes ces contraintes. Donc voilà, donc on fait une pause en croisant les doigts qu'en 2023 on soit retrouvé dans une espèce de normalité. Et donc l'idée, c'est de revenir en 2023. Ouais. Oui, encore plus plein d'énergie. En plus, vous avez commencé par un pique-nique, hein. Ça a commencé comme ça, la première rencontre avec plus de 600 personnes, il me semble. Et c'est vrai que ce serait chouette de conserver cette spontanéité, cette énergie-là. Oui, oui, oui. On n'avait pas prévu de faire un festival ni un congrès. En fait, c'était purement Ouais. un pique-nique parce qu'on voulait fédérer des gens qui m'avaient écrit suite à Mhm. un article que j'avais publié pour créer l'école de la vie. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très festif. Et c'était de passer un moment ensemble et puis d'avancer dans la création de l'école. Et c'est à la fin de cette journée qu'on a trouvé ça tellement bon humainement. Bah, je reviens à ce que je te disais, en fait. Non, on s'est dit, waouh, ça fait trop du bien, en fait, d'être avec des gens qui ont envie d'avancer dans cette direction. C'était vraiment super bon, quoi. Et on se dit, bon, c'était peut-être, j'allais dire égoïste, mais je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, c'était tellement bon et pour nous qu'on se dit, on a envie que ça dure plus longtemps. On a envie que ça dure au moins 3 jours. Après, il y avait aussi une décision très pragmatique, c'est qu'on avait mis beaucoup de temps et d'énergie
juste pour une journée et on était crevés. Donc on s'était dit, si on doit mettre autant d'énergie, autant que ça dure au moins 3 jours. Et puis après, quelle belle découverte, quoi. On passe de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après qui vient au château de Flaugergues. Et là, on hallucine. On se dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Puis on s'est rajouté la casquette de créateur d'événements qui n'était pas prévue. Et maintenant, c'est ce qui nous porte, en fait. Ce qui nous porte, c'est vraiment d'éclairer et de montrer tout ce qui existe. Enfin, une partie, parce qu'on ne peut pas tout montrer, mais tous ces acteurs qui se mobilisent dans le monde de l'éducation pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Vraiment d'éclairer, donc du coup de semer des graines, d'inspirer les gens, de les amener à être aussi peut-être un peu plus curieux et faire leurs propres recherches aussi de leur côté. Et on voit bien que ça marche. Le congrès Innovation en Éducation, c'est pareil. Et puis voilà, là, on a créé le magazine Papier Innovation en Éducation depuis 1 an maintenant. On l'a créé parce que on était frustrés que le festival pour l'école de la vie ne puisse pas avoir lieu. On était frustrés de pas que le congrès Innovation en Éducation aussi n'existe pas. Oui. Et donc on s'est dit, voilà, le magazine pourrait être, et on voit bien que ça marche, une espèce de pont avec l'énergie qu'on a déjà créée autour du festival, autour du film aussi, l'école de la vie. Et donc voilà, même si les événements ne vont pas avoir lieu là en 2022, il y a le magazine Innovation en Éducation qui continue à éclairer, à apporter des idées, à apporter des outils, à montrer ce qui se passe dans le monde de l'éducation, à montrer qu'il y a plein de gens qui se mobilisent, que ce soit des enseignants, des professionnels, que ce soit des acteurs de la vie de tous les jours, donc des citoyens de la vie de tous les jours. Et donc c'est ça aussi qui nous motive. Ouais. Je trouve ça génial, le fait de voir qu'il y a tellement de choses, mais qu'au final, il n'y a personne qui en parle. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est les seuls quasiment à parler de tout ça. Et donc, qu'on continue, parce que si ça peut inviter les gens à faire la même chose aussi, pourquoi pas à créer, comme je te disais, d'autres événements, pourquoi pas à créer, je sais pas moi, une chaîne de télévision autour de l'éducation, ou des radios autour de l'éducation, ou davantage de podcasts autour de l'éducation, parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Il y a vraiment de quoi dire, et j'ai toujours le sentiment qu'on en est qu'au début, quoi. C'est que le début d'une espèce de grande aventure autour de l'éducation. Oui, c'est comme s'il y avait eu plein d'initiatives un peu flottantes dans plusieurs parties du monde, en France aussi, et que là, je suis d'accord avec toi, je ressens que c'est le moment de les réunir. Et moi, c'est ce que j'aimerais aussi faire dans ma thèse, puisque je vais faire une thèse sur ça. On pourra en parler si tu veux hors antenne. Mais voilà, je pense que maintenant, c'est le moment de galvaniser tout ça et vraiment nous renforcer en fait par rapport à toutes nos prises de conscience individuelles, maintenant que ça devienne collectif. Et c'est génial que justement le format du magazine permette ça, en attendant qu'on puisse se retrouver à nouveau et peut-être échanger par d'autres médiums par la suite. Oui, parce que c'est quand même assez énorme ce qu'on vit avec le magazine. Là, on va arriver à 9000 abonnés dans 40 pays en moins d'1 an. Donc ça fait vraiment beaucoup d'abonnés. Et on sent que c'est exponentiel à chaque fois que le magazine sort. Donc le magazine, il sort tous les 2 mois, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un magazine donc, qui est papier. Il y a 80 pages en moyenne sans publicité. Et il est uniquement accessible sur abonnement. Donc on ne le trouve pas en kiosque. Et ouais, on voit bien que c'est que le début. Donc 9000 personnes, c'est énorme. Tu sais, si tu pars du principe qu'une personne qui reçoit le magazine va en parler autour d'elle au minimum à 3-4 personnes, tu vois, ça va très très vite, quoi. Donc ouais, on est très content de tout ça. Oui, et puis même avec les événements, vous avez touché plus de 70 000 personnes, donc ça fait quand même beaucoup de graines semées. Ouais, c'est immense. Et c'est que le début. C'est-à-dire par rapport au magazine, où tu sens que tout ça va exploser, ou c'est dans... Non, je sens que c'est que le début parce que j'ai encore une liste de 16 projets sur mon bureau à mettre en place. C'est génial. Et parce que j'ai beaucoup d'énergie à mettre là-dedans. Je le sens, c'est ce qui me porte, c'est ce qui m'anime. Et je suis tellement convaincu que tout part de là si on veut une société différente, que oui, je crois qu'on va entendre encore parler de nos actions pendant de nombreuses années. Ouais. C'est merveilleux, franchement. Moi, j'attends que ça, de voir émerger de nouvelles idées. Super, merci Julien. Donc, on peut aussi donc, voir tes films également. Donc, L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et c'est quoi le bonheur pour vous, qui est disponible gratuitement sur YouTube.
Et puis après, voilà, tu es présent donc avec ces magazines, les festivals qui reprendront en 2023. On croise les doigts. Et puis, tu as aussi plein d'informations sur tes sites, Néo Bien-être, Néo Horizon Travel aussi, il me semble. Tout à fait, ouais. On a donc pas. En fait, c'est pas très compliqué, hein. Déjà, si vous tapez Julien Perron, Oui, donc avec un seul R, sur un moteur de recherche, vous allez avoir plein d'informations. oui, Mais sinon, chaque activité qu'on a créée a son propre site. oui. Donc, par exemple, le film C'est quoi le bonheur pour vous? Le site, c'est Citation Bonheur. Mhm. Le congrès Innovation en Éducation, bah, il a son propre site qui s'appelle ici Innovation en Éducation. Le festival pour l'école de la vie, c'est Festival pour l'école de la vie. Donc là, il suffit qu'on tape en fait le nom de nos activités et on tombe tout de suite sur le site internet qui est en rapport avec l'activité. Génial. Le magazine, c'est pareil, etc., etc. Oui, j'écrirai le nom des sites dans la description, comme ça les gens pourront le copier-coller ou directement l'écrire. Avant qu'on se quitte, Julien, est-ce que tu pourrais répondre, s'il te plaît, à la dernière question du podcast, qui est la signification pour toi de nouvelle conscience? Comment ça résonne lorsque tu l'entends et qu'est-ce que tu comprends quand tu l'écoutes? Nouvelle conscience. Ben, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'à chaque génération, il y a de nouvelles consciences ou des nouvelles prises de conscience. Et là où je suis très optimiste, alors je suis déjà très optimiste de nature, Oui, mais là où je suis optimiste, c'est que tu as quel âge? 24 ans. Ouais, ben j'ai l'impression que ta génération, justement, est un peu plus en conscience que ce que nous, on pouvait l'être à l'époque. Mhm, Je parle en gros des enjeux qui nous attendent pour notre humanité, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'économie, de l'éducation, de la santé, etc. mhm. Avec une vraie volonté d'être acteur en fait du changement, Oui. de participer à quelque chose, quoi. Et c'est vrai que ma génération, donc moi je suis né en 78, Mhm, de ma génération, j'avais l'impression d'être un peu un ovni, moi, dans mes réflexions, dans mes actions, dans ce que je faisais. Donc ça a entraîné à un moment donné avec le temps, mais ça a mis du temps, des personnes de ma génération. mhm. Mais de base, plus jeune, ouais, on était, enfin, dans ta tranche d'âge. Moi, quand j'ai créé ma boîte à 23 ans, j'étais le seul, en fait, tu Oui. vois, j'étais vraiment un ovni, quoi. Et donc, ça me rassure beaucoup. Je trouve que c'est génial, en fait, de me dire qu'il y a cette génération-là qui a fait un constat, qui a dit, OK, bon, bah, vous avez déconné, mais on vous en veut pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour améliorer les choses, quoi, en gros, quoi. Et on a envie de participer à ça. Donc ça, ouais, c'est très encourageant. Cette nouvelle conscience, et d'avoir conscience des enjeux qui nous attendent, qui sont tellement importants. Et pour affronter ces enjeux, je reviens à ce que je dis depuis le début. euh, Mettez de l'énergie, s'il Mhm. vous plaît, ceux qui nous écoutent, dans l'éducation. Parce que ça part de là. Si on, enfin, moi, ça fait ouais, plus de 25 ans que je voyage à travers le monde, normalement très régulièrement. Et quand je reviens en France, depuis de nombreuses années, je me faisais tout le temps la réflexion en me disant, mais c'est fou comme tout parle de l'éducation. Et vraiment, je vous invite à faire l'exercice, à réfléchir de votre côté. Il y a peut-être une autre solution, il y a peut-être une autre façon d'envisager les choses, mais j'ai l'impression que tout part de là. Donc, si vous avez des idées, si vous avez envie de participer à un changement, euh, réfléchissez peut-être avec votre bouillon de créativité que vous pouvez avoir, quelque chose autour de l'éducation. Comment on peut chacun avancer avec nos énergies respectives, avec nos talents et tout, etc. Mais autour d'un seul et même sujet, l'éducation. Mhm. Et donc ça, j'y crois fortement. Et donc, je pense que cette nouvelle conscience participe à ça. Et puis après, bon, il y a quelque chose aussi de beaucoup plus vaste dans la nouvelle conscience. Moi, j'y vois aussi quelque chose de, bon, j'allais dire ésotérique, mais peut-être pour les gens en fait qui sont pas encore très connectés à cette notion d'énergie, et tout, etc. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une espèce de, de soupe d'informations, tu sais, autour de nous. Je vais Mhm. te donner un exemple. Quand tu t'occupes de toi, comme je le disais tout à l'heure, en fait, tu vibres. Donc, tu sais, on est constitué d'énergie quand on est de l'énergie. Et donc, quand tu t'occupes de toi au niveau de ton alimentation, du sommeil, etc., bah, tu vibres sur une fréquence, on va dire, une fréquence spécifique, un peu comme un poste radio, quoi. Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui vont te dire ça. En tout cas, les grands créatifs qui ont changé beaucoup de choses dans notre planète le disent. Il y a un moment donné, en fait, dans ta vie, pour X raisons, dans un contexte que tu peux pas créer, quoi, tu vas avoir une idée à un moment donné. Mhm. Et moi, je pense que cette idée, elle t'appartient pas. Que Mhm. c'est une fréquence, en fait, que c'est comme si tu avais capté une fréquence avec un poste radio Mhm. qui arrive, et après, bah, tu en fais ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai pris l'habitude,
de les noter maintenant. C'est pour ça que j'ai une liste aussi de 16 projets. Oui, de ces 16 idées, ouais. Et quand on parle de conscience et de nouvelle conscience, je pense aussi à ça. C'est-à-dire que j'ai envie de croire que ta génération, cette nouvelle conscience, sera beaucoup plus connectée à cette partie subtile en fait de nous-mêmes. Parce que là, c'est pareil, en fait, on ne nous l'a pas enseigné, mais c'est une réalité. En tout cas, moi, ça fait partie de ma réalité depuis maintenant 43 ans. Et je suis loin d'être le seul. On a des millions de personnes à être sensibles, en fait, à cette approche holistique de la vie. Et j'ai envie de croire à ça. Ouais, j'ai envie de me dire que plus les années vont passer et plus on va démocratiser davantage tout ce qu'on peut appeler comme télépathie, télékinésie, la médiumnité, etc., etc. Parce que c'est une réalité, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Et souvent, quand on en parle, ça peut être discrédité ou pointé du doigt ou on ne prend pas au sérieux et tout, etc. Mais factuellement, je crois qu'on est quand même assez nombreux sur la planète pour vivre des choses de cet ordre-là, utile, pour dire que no way, les gars, il se passe quelque chose, quoi. Il se passe vraiment quelque chose. Voilà, il y a plein de gens qui s'y intéressent. Il y a plein de livres qui sont sortis. Il y a plein de conférenciers. Oui. Et donc, dans cette nouvelle conscience, j'ai envie de lancer ce souhait, ouais, qu'on soit davantage connecté aussi à cette notion de subtil, et donc du coup aussi aux vivants, aux énergies qui nous entourent, au système solaire, aux planètes, à la Lune, et tout ça, quoi. Ouais. Oui, à la totalité, au grand tout. En fait, peu importe le nom qu'on lui donne, mais cette intention. Et je pense que tu as aussi souligné quelque chose de très important, c'est-à-dire aller vers et non pas lutter contre quelque chose. Tu disais, les nouvelles générations, on veut aller vers ça, mais on n'en veut pas aux anciennes générations. C'est juste que, voilà, le contexte était différent et voilà, peut-être mettre cette énergie dans l'action, dans l'intention pour une nouvelle réalité, sans pour autant ruminer et critiquer les anciennes générations qui n'avaient pas, en tout cas pas tout le monde. Toi, tu avais déjà cette prise de conscience, mais qu'il y avait un contexte différent avec un autre modèle de société pour évoluer. Donc ça aussi, c'est important. Tout à fait. Avançons main dans la main. Oui, c'est ça. Bon, merci Julien. Avec plaisir, Manon. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes, Spotify et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Aussi, si vous souhaitez vous engager de façon simple et impactante, je partage dorénavant tous les mois des initiatives que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram, telles que des pétitions, des événements ou des rencontres. Ces modes d'action sont pour moi tellement significatifs, une façon de s'entourer de personnes qui portent les mêmes valeurs que nous, qui nous donnent envie d'agir et de créer ensemble une nouvelle conscience. Je vous dis à dans 15 jours. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.